Plaisir partagé, d'abord en voyant et constatant une assemblée particulièrement mélangée avec une majorité féminine, ce qui est plutôt rare pour moi, puisque en tant que commissaire professionnel, je me déplace dans les entreprises de la construction où la majorité est plutôt masculine. Je suis donc particulièrement ravi de voir que les acteurs clés de la formation suscitent un tel intérêt aujourd'hui. Et j'enchaîne tout de suite sur ma présentation. En disant que le sujet de l'exposé, regard sur les formateurs en entreprise souvent seuls face à la complexité, je vais tenter de le décortiquer, en parlant du regard bien sûr, des formateurs, des entreprises, de la solitude, de ceci donc, et de la complexité réelle ou apparente. Pour commencer, le regard, évidemment, il est important, à la fois le regard du formateur, de la formatrice, regard sur l'apprenti, regard qui doit, selon moi, partir dans toutes les directions, c'est-à-dire à la fois comme le chat regarde de bas en haut, avec un regard curieux, attentif, très observateur. C'est aussi le regard que j'essaie d'avoir, moi, en tant que commissaire professionnel, lorsque j'observe, lorsque je discute avec les formateurs, formatrices, c'est plutôt rare les formatrices, donc pardonnez-moi, mesdames, je dirais surtout formateurs, parce que c'est les gens que je rencontre, et puis bien entendu sur les apprentis, il y en a dans les métiers du bois, et apprentis. Le regard doit être également un regard non pas dur comme celui-ci, mais un regard qui part d'en haut, un regard qui essaie de voir l'ensemble des paramètres, que ce soit vu du point de vue du formateur ou de la formatrice, mais aussi du commissaire qui doit essayer de comprendre tout ce qui se passe et saisir l'ensemble des données et des paramètres qui lui sont mis à disposition. Ce regard, évidemment, doit être empathique, sincère, précis, attentif, aidant. Enfin, on pourrait imaginer encore beaucoup d'adjectifs, mais je crois que la qualité du regard du formateur, de la formatrice, comme du commissaire professionnel, est une chose extrêmement importante pour que l'apprenti se sente en confiance. Alors, qui peut se permettre de porter un regard sur vous, sur les formatrices, sur les formateurs? Alors, j'ai mis un profil type du commissaire professionnel, ce n'est peut-être pas le cas de toutes les professions, mais en tout cas, dans mes collègues commissaires que je côtoie régulièrement, plusieurs fois par année, ils ont tous un parcours varié, ils ont une formation sanctionnée par un CFC, voire un brevet ou une maîtrise fédérale, ils ont, dans la plupart des cas, une expérience de formateur, une longue expérience de formateur, et en principe, une attestation pour avoir suivi le cours de formateur en entreprise. Ça me donne l'occasion de me présenter, mon parcours rapidement. J'ai fait un apprentissage d'ébéniste avec un CFC, ensuite j'ai fait une formation au niveau de la maîtrise fédérale, puis occupé des postes de responsable technique, directeur de succursale, créateur d'entreprise, j'ai eu l'occasion de créer 2 entreprises, et également d'enseigner au niveau du CFC pour les apprentis ébénistes, pour la maîtrise fédérale également, et au niveau des écoles, hautes écoles supérieures, par exemple à l'école hôtelière où j'ai donné quelques cours, ou bien à l'école de Genève pour les architectes d'intérieur. J'ai aussi fonctionné comme chef expert, comme dessinateur pour les dessinateurs et les dessinatrices d'intérieur. Et enfin, je fonctionne comme commissaire professionnel à raison de 34,5% précisément. Et mon activité principale a passé de l'ébénisterie à l'architecture d'intérieur. C'est dire si, au fond, les métiers de la construction, d'une façon générale, je les appréhende au quotidien, dans mes chantiers, dans mes projets, et aussi, bien entendu, dans mes visites. Les formateurs et formatrices en entreprise sont actives et actifs dans des entreprises de taille évidemment fort variable. Et le commissaire professionnel va donc devoir dialoguer avec, selon le type d'entreprise, soit le patron directement, si c'est une petite entreprise ou un petit patron. J'ai vu avant sur un slide précédent de l'excellente présentation de Madame et Monsieur
Tout à l'heure, on parlait de micro-entreprise, j'aurais pu le mettre effectivement. Donc on n'a pas tout à fait la même échelle, mais là c'est plutôt l'échelle par rapport aux gens que je visite, si vous voulez. Un petit patron, généralement seul avec un apprenti, une apprentie, c'est évidemment lui le formateur, c'est donc avec lui que je vais discuter. Il y a ensuite les petites entreprises de 2 à 10 personnes, en général il y a déjà, à partir de 7 personnes, il y a un contremaître, donc, qui est souvent aussi le formateur, où le patron et le formateur et le contremaître se partagent l'activité pour les apprentis. Ensuite, lorsqu'on grimpe un tout petit peu en taille, on se trouve devant des entreprises qui, en général, sont structurées avec chef d'atelier, chef de production, chef de machine, chef de pause, etc. Et souvent, ce sont ces gens-là qui prennent la responsabilité de former les apprentis et les apprentis. Et puis, dans les plus grandes entreprises, alors évidemment, la structure est tout à fait différente, et là, on a un responsable de formation ou une responsable de formation qui est le répondant et qui est la personne avec qui je dialogue, sans oublier bien entendu que dans tous les cas, lorsque le commissaire professionnel fait ses visites et va jeter ce fameux regard dont je parlais tout à l'heure, eh bien il a toujours contact avec les apprentis et apprentis. Quelques variables à prendre en compte par le commissaire professionnel. La taille de l'entreprise, on vient d'en parler. Évidemment, ça change énormément selon que j'ai affaire à une entreprise formatrice qui est seule dans la campagne, entourée de vaches et de moutons, ou si je vais voir une entreprise au centre-ville de Lausanne, par exemple, ou dans la banlieue, et qui est entourée d'autres industries qui travaillent au réseau, etc. Il y a beaucoup de variables dont il faut évidemment tenir compte. La société ou l'entreprise est-elle récente, est-elle ancienne? C'est aussi un des éléments dont il faut tenir compte, parce qu'évidemment, il y a tout un historique qui peut être fondamentalement différent selon qu'on cause avec une entreprise qui vient d'être créée par des jeunes dynamiques, ou si on parle avec quelqu'un qui est en bout de carrière et qui est en train soit de remettre son entreprise, soit de tout simplement arrêter. Dans ce cas, évidemment, la structure et l'organisation interne de l'entreprise jouent aussi un rôle important quant à l'appréciation que le commissaire professionnel peut faire de ses visites et bien entendu les rapports qu'il en fait ensuite. Un facteur important aussi en ce qui concerne les visites que je fais, c'est la culture d'entreprise et la connaissance du métier. Alors, vous allez me dire, mais connaissance du métier, ça semble évident que lorsqu'on forme des gens, on doit avoir une connaissance du métier. Eh bien, oui, j'appelle cela de mes voeux, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et on se rend compte que dans certaines professions, vous avez peut-être vu tout à l'heure que je m'occupe des ébénistes, des menuisiers et les poseurs de sol, qui sont répartis en 2 catégories, les gens qui posent des moquettes, ce que vous avez sous les pieds, ou une autre catégorie qui s'occupe des parquets. Et on se rend compte que dans ces entreprises-là, il arrive malheureusement que la culture et la connaissance du métier soient quelque chose d'assez, comment dirais-je, aléatoire. Donc, il est parfois surprenant pour moi de me rendre compte que des choses qui nous semblent essentielles en tant que formateur, en tant que professionnel du métier, eh bien, soient un peu dissipées ou aient disparu, tout simplement ne soient pas connues de certains de mes interlocuteurs. Évidemment, ça pose problème par rapport à la transmission du métier, puisque c'est de ça que je suis chargé en tant que surveillant, de vérifier. Et c'est évidemment compliqué lorsqu'on a une problématique de cet ordre-là, problématique qui peut venir aussi de l'origine des formateurs et formatrices, et puis mais origine non seulement géographique, mais aussi origine comment dirais-je, d'où ils viennent. Ils n'ont pas tous fait une formation ici. On voit maintenant beaucoup de gens formateurs qui sont d'origine française, par exemple, c'est vraiment la proximité absolue, mais le cursus, la manière d'apprendre et ce par quoi ils ont été en guillemets, sanctionnés par un diplôme n'a pas forcément la même valeur que ce que nous avons ici dans la structure habituelle. Vous connaissez, CFC, etc. Je vous ai dit que je parlerai un tout petit peu de la solitude des formateurs et formatrices en entreprise. C'est vrai que
je la trouve parfois apparente, parce qu'évidemment, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse sur un deuxième diapositive, parce que finalement, oui, les formatrices et formateurs sont face aux jeunes. Certes, c'est compliqué, les jeunes, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Il y a des changements importants qui sont apparus par rapport il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. On aura l'occasion d'en dire quelques mots. Ils sont face aux parents, qui sont de plus en plus intrusifs, qui n'hésitent pas à monter aux barricades, venir interpeller le patron, le formateur, le commissaire, la DGEP, enfin tous les acteurs qui tournent autour de la formation. Et c'est vrai que là, il faut parfois, pardonnez-moi l'expression, se défarcir les parents. L'école professionnelle, bien sûr, c'est un acteur, c'est un élément, un interlocuteur, pardon, que les formatrices et les formateurs ont face à eux, dans cette espèce de solitude dont on parlait tout à l'heure, et puis bien sûr l'État, la DGEP, la Direction Générale de l'Enseignement Post-Obligatoire pour le canton de Vaud, avec tout ce qui tourne autour, les pôles, les responsables de pôles, qui font d'ailleurs fort bien leur travail, à qui, en tant que commissaire professionnel, nous pouvons merveilleusement bien dialoguer, et c'est ils ont des contacts, je ne veux pas dire quotidiens, mais hebdomadaires, tout à fait performants et professionnels, et je profite de la présence de quelques-uns d'entre eux ici pour les remercier pour le travail que nous faisons en collaboration. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres acteurs de la formation qui sont en relation avec les formateurs et les formatrices, notamment la Fédération des entrepreneurs, l'école de la construction, ça fait également. Je profite pour vous dire à quel point c'est toujours un plaisir de travailler avec vos enseignants dans les cours interentreprises. Il y a un vrai dialogue, un vrai échange, et c'est pour ça que je disais que les formateurs et formatrices ne sont pas forcément seuls. Il y a tous ces gens-là qui sont à leur côté. Il faut par contre évidemment aller au-devant d'eux. Par contre, face à la réglementation, effectivement, on peut parfois se trouver un peu démuni et trouver les choses complexes. Alors je vous ai dit dans le titre de l'exposé, complexité. Alors, complexité, qu'est-ce que c'est que la complexité? L'image que vous avez sous les yeux illustre, je crois, assez bien la complexité. Vous avez un réseau de tubes de diamètres différents qui transportent probablement des fluides, peut-être des fluides différents, peut-être des fluides qui se mélangent entre eux. Il y a des circuits, il y a des pompes, il y a des vannes d'arrêt, il y a beaucoup d'éléments, pardonnez-moi, qui sont interconnectés, mais qui peuvent aussi fonctionner de manière indépendante. Alors cette complexité, il y a évidemment des tas de gens qui se sont penchés pour savoir ce que c'était que la complexité, mais on peut dire, je ne veux pas vous lire tout le texte évidemment, que la complexité est une notion qui est utilisée dans différents domaines, épistémologie, biologie, écologie, mais celle qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse nous en tant que gens qui tournent autour de la formation, c'est l'aspect sociologique, et en disant que bien entendu, dans chacune de ces parties où la complexité est apparente, il y a des nuances entre ces différents domaines, et que, par évidence, on va se concentrer sur ce qui concerne la formation, donc la partie sociologique. Une entreprise, c'est un système complexe, c'est un système social complexe, parce qu'évidemment, comme on le voyait dans l'image précédente, vous avez des valeurs, des objectifs référentiels différents, et des objectifs différents, qu'on soit apprenti, qu'on soit formateur, qu'on soit patron. Les orateurs précédents l'ont bien montré par les reportages et les témoignages que vous avez mis à l'écran. Et on se rend bien compte qu'effectivement, on rentre là dans la complexité. La complexité, c'est aussi, une définition simple, c'est une configuration avec un nœud d'entrelacement et d'enchevêtrement. Et puis, évidemment, à partir du moment où il y a, c'est un système ouvert, une société, une entreprise, tous les acteurs dont j'ai parlé avant, il y a de la complexité parce qu'il y a aussi de l'irrationalité et des décisions différentes qui ont un impact pour les personnes qui sont les formateurs et formatrices qui nous intéressent aujourd'hui. Alors cette complexité, je l'ai illustrée d'une façon, on va dire, animée ici, en vous disant que forcément,
les formatrices, les formateurs qui sont confrontés à leur activité sont en proie, si je puis dire, et je vous les laisse découvrir rapidement, à toutes sortes d'éléments qui rendent la chose compliquée, effectivement, dont il faut tenir compte et qui peuvent peut-être amener parfois les formateurs, formatrices à une situation de chaos. Chaos technique, parce qu'il y a une fatigue, il y a une tension et certainement une très grande difficulté à appréhender tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Bien entendu, ça a été brillamment dit dans l'exposé précédent, les formatrices et formateurs doivent aborder, parallèlement à leur travail de formateur, toutes sortes de tâches que l'on connaît, mais je les mets rapidement ici, ce n'est pas exhaustif, mais c'est simplement pour rappeler que le formateur peut être parfois le patron, et il y a donc toutes les parties administratives, les assurances, les taxes, enfin, tous les éléments que l'on peut imaginer, les aspects financiers, bien évidemment, la liquidité dans une entreprise, c'est pas facile, et lorsqu'on a des problèmes de liquidité, on peut avoir des tendances à être un peu moins, à donner un peu moins de son temps pour les apprentis, ou reporter cette anxiété pardonnez-moi, sur les responsables de formation. Donc tout ça a des impacts, évidemment, sans parler qu'il faut chercher du travail, il faut faire des offres, il faut produire, il faut donner des garanties, il faut assurer, si possible, une marge bénéficiaire pour continuer à travailler, investir et acheter du matériel et des machines. Et puis, il y a évidemment toute la difficulté ou la complexité, c'est selon, relationnelle. Les personnes ou les acteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure et qui tournent autour du rôle de formateur ou formatrice en entreprise. Et puis à cela, j'ajoute une composante extrêmement importante qui ne nous a sans doute pas échappé, c'est la composante émotionnelle. Je veux parler par là du choc des générations. Alors c'est un mot qui est peut-être un peu généraliste, mais il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai assisté à la conférence de M. Carole Alain, qui est un spécialiste du choc des générations, un orateur international canadien, et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et je vous encourage à lire son bouquin qui s'appelle Le choc des générations et qui explique comment et en quoi il est important que la responsabilité soit partagée et comment cohabiter surtout entre les formatrices, formateurs et qui sont donc des gens de la génération baby boom ou de la génération X ou encore parfois la génération Z, mais qui forment la génération Z. Et là, il y a une vraie difficulté, il y a une vraie complexité pour que ces gens se rencontrent. Tout à l'heure, on parlait de pont, on parlait de transversalité, et on se rend bien compte que, en tout cas c'est ce que je ressens dans ma pratique de tous les jours, en tant que commissaire, je vois que les formateurs, surtout ceux qui ont mon âge, les baby boomers, dans les années 50, 55, 64, sont des gens qui ont de plus en plus de peine à entrer en dialogue avec les jeunes. Il y a une discrépance totale et on n'arrive plus à communiquer de façon simple parce que les attentes sont différentes. Les attentes des uns et des autres, bien sûr. Alors, j'aime bien les petits schémas, ça, des fois ça permet de rendre les choses plus accessibles. On parlait de complexité, là je vous parle en quelques mots de simplexité, pour vous dire que la simplexité, au fond, ne doit pas être confondue avec simple, mais c'est simplement une chose complexe qu'on déconstruit pour tenter de l'expliquer de manière simple. Et c'est ce qu'on peut faire dans une entreprise, c'est ce qu'on peut faire bien entendu dans chaque métier, parce que évidemment, si on commence à montrer la finalité comme objectif à atteindre tout de suite, on ne peut évidemment pas s'attendre à ce que l'apprenti y parvienne rapidement.
Et donc, il faut décomplexifier les choses, les rendre simples, à comprendre, et que ce soit fait étape par étape. C'est le principal. Alors, vous allez me dire, bon, ben, ce regard que vous avez sur les entreprises, quel est-il? Alors, je vous ai expliqué qui j'étais de manière à pouvoir comprendre quel est mon rôle, et en quoi je peux avoir, j'espère en tous les cas, un regard clair, objectif et lucide sur les entreprises. Mais il faut savoir que lorsqu'on visite les entreprises, il est parfois difficile d'être absolument objectif dans la mesure où on est confronté à des choses parfois particulières. Alors ici, je vous ai mis un exemple, la société Bracaillon du Parquet SARL. Alors, cette entreprise n'avait pas de formateur qui avait suivi un cours CFFE, ne déclarait pas les salaires de ses apprentis, ne payait pas les frais de déplacement, ne respectait évidemment pas le plan de formation dont il n'avait évidemment jamais entendu parler. Il y avait du mobbing évident pour les apprentis, et puis une absence de contrôle, que ce soit sur le terrain, sur les chantiers, ou que ce soit ne serait-ce qu'à la fin des cours inter-entreprises, où en général certains patrons ou parents viennent reprendre leurs apprentis. Alors, il y a des causes évidemment à tout ça. Alors, en l'occurrence, c'était peut-être la taille de l'entreprise qui était trop faible, mais surtout, ces gens n'étaient pas membres d'associations professionnelles, donc à ce titre-là, ils ne correspondaient pas, ils ne dialoguaient pas avec les membres des associations. Ils avaient alors assurément un très mauvais conseil fiduciaire, aucune expérience de formateur, c'était une très jeune entreprise en l'occurrence, et des gens très jeunes qui se sont lancés à leur tête baissée, très bien, mais sans se donner les moyens de faire les choses correctement. Je parlais de culture de métier, alors c'était un manque crasse de culture de métier. Et plus grave que ça, il y avait ici un manque évident de la volonté de transmettre. C'était vraiment, c'était patent dans les discussions. J'avais affaire à un mur de transmettre, mais pourquoi? On prenait les apprentis ici, dans cette entreprise, pour de la manœuvre au marché, et puis quand ça n'allait plus, rupture de contrat, etc. C'était vraiment assez désespérant de se rendre compte de ça. Et puis bien entendu, cette entreprise était, comme je le disais avant, n'avait pas de contact avec l'ensemble des acteurs de la formation, et donc devait prendre leurs décisions seuls. Et évidemment, c'était, dans la plupart des cas, de mauvaises décisions liées à un manque de repères et à un manque d'exemples positifs. Résultat, branle-bas tromba, apprentis qui appellent, ou conseillers aux apprentis, la DGEP évidemment s'en mêle, et à juste titre, la Fédération vaudoise s'en mêle, les conseillers aux apprentis avec lesquels je travaille régulièrement lorsqu'il y a des cas qui sortent du contexte métier sont intervenus, parce qu'il y avait toutes sortes de choses désagréables, mobbing notamment, dont j'ai parlé avant. Et puis, bien entendu, j'ai fait un rapport circonstancié qui a fait l'objet d'une décision de la commission de formation professionnelle, et ensuite le va-et-vient avec la direction générale de l'enseignement post-obligatoire pour arriver finalement à un retrait de l'autorisation de former. Rapidement, une autre société, un autre exemple, je ne veux pas donner que les exemples négatifs, mais c'est simplement pour montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas des formateurs et formatrices en entreprise qui incarnent ce rôle avec volonté, avec passion, avec envie de transmettre. Et évidemment, lorsque ce n'est pas le cas, on se trouve dans des situations absolument dramatiques où nous devons évidemment intervenir. C'est de loin pas, et heureusement la majorité des cas, loin s'en faut, mais évidemment, vous voyez ici qu'on a à peu près le même genre de difficultés. Et puis, mais là, c'était plutôt une lassitude de former. Le patron seul, petit atelier, vous allez voir une photo tout à l'heure, était là de transmettre, ou là d'essayer de transmettre. On s'est retrouvé aussi devant un cas évident de choc des générations. Et puis, également, cette personne n'avait pas plus envie, je crois, d'aller suivre des cours, de faire une formation continue sur un sujet ou un autre, et évidemment était très seul. Et évidemment, là aussi, visite du commissaire sur l'appel de l'apprenti, qui lui s'inquiétait parce qu'il voyait arriver l'échéance de la fin de sa formation, de son PPI, et puis rapport circonstancié évidemment
à la DGEP, et en l'occurrence, non-renouvellement de l'autorisation de former, ce qui a rendu ce petit entrepreneur presque soulagé, je crois, pour l'avoir revu après. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passait dans cette entreprise? Imaginez, vous allez dans une entreprise et la première chose que je vois, c'est ça. C'est le risque incroyable que ce patron, ce formateur, faisait courir à son jeune. Vous imaginez, on s'en coupe dans le balai, dans les bouts de bois, on est en train de couper avec une scie circulaire qui est d'ailleurs, je ne sais même pas si elle est aux normes, où on va chercher un panneau de le hangar à bois, vous voyez un peu le Capharnaüm, et on peut se prendre un panneau sur les pieds, on peut se prendre une poutre sur la tête, que sais-je. Heureusement, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont extraordinaires, qui donnent beaucoup d'elles-mêmes pour pouvoir former, qui engagent régulièrement des apprentis, qui mettent en place une structure de formation ad hoc, qui suivent au quotidien leurs apprentis et apprentis, que ce soit au niveau des cours professionnels, qui exigent le retour des carnets, des notes, qui font refaire des travaux qui ne sont pas bien réussis, qui s'occupent extrêmement bien de la préparation des examens, et puis qui bien sûr viennent au cours inter-entreprises récupérer leurs jeunes et discuter avec les gens de l'école de la construction qui ont par ailleurs un système de notation qui est extrêmement précis et qui permet aux patrons de prendre des bonnes décisions pour la suite de la formation. Ces mêmes entreprises qui fonctionnent bien sont aussi des entreprises qui encouragent et qui donnent des appuis de circonstance à leurs jeunes, qui sont également demandeurs, quand c'est nécessaire, auprès du commissaire professionnel, auprès des conseillers ou conseillers aux apprentis, font appel, cas échéant, ou suggèrent à leurs jeunes de faire appel à CoachUp ou à PAP, et puis qui ont des exigences raisonnables et progressives pour le jeune. Enfin, le résultat, c'est qu'évidemment, les apprentis sont satisfaits, les formatrices et les formateurs sont satisfaits, ces entreprises participent manifestement et magnifiquement à la relève du métier et sont pourvoyeurs de bons éléments qui sont bien formés, qui eux-mêmes ensuite encouragent les autres à progresser, vont faire des brevets, enfin vous avez compris la boucle et ça se passe très bien. Malheureusement, il faudrait davantage d'entreprises comme ceci qui s'impliquent également au niveau des associations professionnelles. Alors évidemment, par rapport, si on oppose cette image à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, évidemment c'est un peu plus plaisant. C'est aussi un peu plus rassurant pour les apprentis qui sont là. Et on voit que des jeunes qui sont formidablement motivés, qui sont entourés, qui sont encouragés et qui ont plaisir à rentrer dans l'entreprise le matin. Alors en conclusion, ma conclusion est un peu plus longue que ce que je voulais, mais au fait, donc vous allez voir plusieurs fois le slide conclusion, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que mon regard sur les formateurs et formatrices d'entreprise, c'est que voilà, le monde change vite et significativement. Les entreprises doivent faire face à ces changements au niveau des achats, de la production, de la robotisation, de la sous-traitance, de la conception assistée par ordinateur, de la fabrication, FAO, DAO, enfin fabrication assistée par ordinateur, etc. Les formateurs et formatrices ont à s'adapter à cette fameuse génération Z. Encore une fois, lisez le bouquin de Carole Alain. Et aux nouvelles ordonnances de formation. Tout ceci en faisant l'impasse sur tout ce que vous avez déjà dit avant, madame, monsieur, qui était absolument pertinent. Et puis les apprentis, eux, ils ont une difficulté qui est celle de sortir de leur monde connecté en permanence, WhatsApp, Snapchat, etc. J'en passe. Et ils doivent aussi faire l'effort de communiquer avec leurs formateurs qui, eux, sont des baby boomers, des gens de 50, 60 ans, 40 ans. Et ce n'est pas facile. Alors, face à la complexité, les petites entreprises perdent parfois patience, malheureusement, se démobilisent et se démotivent. Les moyennes entreprises mettent en place, tant bien que mal, des moyens pour former. Elles enverront leurs bons éléments pour évoluer dans le monde de la formation. Puis les conseillers aux apprentis et les commissaires professionnels, eux, dans ces changements que j'évoquais tout à l'heure, sont... J'ai pas suffisamment de recul pour dire c'est de plus en plus, mais en tout cas,
quand je discute avec mes collègues qui ont quelques années d'expérience de plus que moi, on se rend compte qu'on est constamment sollicité par les jeunes et par les patrons, pour des raisons bien différentes, vous pouvez l'imaginer, mais très tôt après le début de l'apprentissage. Encore hier, j'ai eu 4 téléphones de jeunes qui venaient de commencer la formation, et qui donc après à peine 2 mois, 3 mois, demandent déjà à changer de métier, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je pensais, mon patron si, etc. Ou alors inversement, en dernière année, j'ai des jeunes qui veulent arrêter. Si je prends le côté patron, il y a énormément de déceptions aussi, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et le rôle du commissaire est évidemment d'aller au-devant de ces gens pour essayer de ressouder autant que faire se peut pour que le dialogue passe. Et puis je terminerai en disant que les jeunes, contrairement à leurs aînés, aujourd'hui, je ne penserai pas un scoop pour vous, mais demandent et revendiquent le droit à l'erreur. Puisque, je me rappelle quand j'étais apprenti, à l'erreur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, tu t'es planté, tu recommences, tu reviens plus tard le soir, etc. Non, ça veut dire que j'ai le droit de me tromper, patron. Je veux vivre des moments passionnants, uniques, extraordinaires. Je veux avoir ma minute de gloire dans l'entreprise, je veux être remercié, félicité devant mes camarades parce que j'ai bien réussi à faire quelque chose. Je veux, et j'exige, de la compréhension, des encouragements permanents. Je veux qu'on me suive avec un mentor, proximité, je veux avoir mon formateur à côté de moi en permanence. Je veux donc de l'attention continuelle, et dans ce contexte, former des jeunes, vous l'avez compris, n'est vraiment pas une tâche simple, et nécessite de la part des formatrices et formateurs de très nombreuses qualités. Je vous les laisse découvrir ici, je les fais rapidement, sous forme de petite animation. Et on peut dire que ces formatrices et formateurs, finalement, sont de super-héros, et qu'on a beaucoup de chance d'avoir. Et voilà ce que je voulais vous apporter comme message aujourd'hui. Merci de votre attention.